Et pour ma part, et comme la plupart d'entre vous, j'ai foi en l'Europe. Mais c'est peu dire que l'Europe aujourd'hui est en panne de gouvernance. Quel est le pilotage de l'Union européenne? On identifie au moins 4 présidents. Le président du Conseil, M. Van Rompuy, le président de la Commission, M. Zapatero, Barroso, le président de l'Eurogroupe, qui est le ministre des Finances néerlandais, et puis le pays qui, pendant 6 mois, assure la présidence du Conseil des ministres. Cette organisation est proprement incompréhensible. Et l'Europe aujourd'hui est une addition d'égoïsmes nationaux. L'Europe a été construite dans les conditions que vous avez rappelées, Monsieur le Président. Les pères de l'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont voulu mettre en commun l'emblème de la puissance économique, le charbon et l'acier. Ils sont allés le plus loin possible et pensaient qu'on pouvait aller vers une Europe politique. Ce fut le rejet en 1954 du projet de communauté européenne de défense. Et à ce moment-là, on a opté pour un chemin plus pragmatique, celui de l'économie, du marché commun. Le marché commun s'est élargi, s'est approfondi, il est devenu un marché unique. Et lorsque, dans un marché unique, il y a autant de monnaies que de pays constituant ce marché, très vite apparaît l'instabilité monétaire. L'instabilité monétaire, ce sont les dévaluations compétitives qui mettent en péril la croissance et poussent le chômage à la hausse. Donc cette situation ne pouvait pas perdurer. C'est dans ces conditions que nous avons imaginé la monnaie unique, l'antidote absolu contre l'instabilité monétaire. Mais comment faire naître une monnaie orpheline d'État? Nous avons fait l'hypothèse que le politique suivrait. Et à défaut d'État européen, nous avons imaginé un règlement de copropriété de l'euro que nous avons appelé le pacte de stabilité et de croissance, qui était le rappel d'un certain nombre d'exigences de bonne gestion publique. Dès lors qu'on entend avoir le privilège d'utiliser cette monnaie unique, cette monnaie européenne, l'euro, on doit d'abord se qualifier et donc faire la démonstration qu'on sait ramener les déficits publics en deçà de 3% du PIB, contenir la dette publique en deçà de 60% du PIB, maîtriser l'inflation, bref, être l'exemple du bon gestionnaire public. Et une fois admis dans le cercle de l'euro, de respecter naturellement les engagements. C'est dans ces conditions qu'un certain nombre de pays se sont qualifiés dès le 1er janvier 1999. Et puis on a mis en circulation les pièces et les monnaies. Et à peine avait-on mis en circulation l'euro qu'un certain nombre d'États ont transgressé leurs obligations. Je pense que la France, sans l'euro, ne se serait pas aventurée dans des déficits aussi audacieux. Avant l'euro, lorsque un gouvernement présentait un projet de loi de finances excessivement déficitaire, il était instantanément sanctionné par les marchés et la dévaluation par rapport au Deutschmark était vécue comme une sanction, comme une honte par le gouvernement. À partir du moment où on détient l'euro, c'en est terminé, il n'y a plus cette sanction et on va aller jusqu'au bout d'un certain nombre de turpitudes. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser à la gouvernance de la zone euro, malheureusement en 2011 seulement, alors que la gestion a été proprement scandaleuse pendant 10 ans. Pour assurer la gouvernance de la zone euro, on avait mis en place un Eurogroupe constitué par les ministres des Finances des pays membres de la zone euro, présidé par une personnalité incontestable, et les partenaires avaient choisi le représentant du pays le plus emblématique de la rigueur budgétaire et de l'imagination fiscale, puisque c'était Jean-Claude Juncker, le ministre des Finances du Grand-Duché du Luxembourg, qui nous rappelait le matin nos obligations d'équilibre de nos comptes publics et nous faisait les poches l'après-midi avec une fiscalité assez originale et des pratiques qui ne sont peut-être pas les plus conformes
à l'idée que nous nous faisons de la justice fiscale et d'une certaine forme de transparence. Et on a admis naturellement la Grèce parce que la Grèce est emblématique de la démocratie, alors qu'elle ne remplissait manifestement pas les conditions pour entrer dans la zone euro. L'ayant admise, on aurait dû la surveiller comme on surveille de lait sur le feu, ce qu'on s'est bien abstenu de faire, car il fallait respecter la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale impliquait la sincérité, la présomption de sincérité souveraine. On connaît la suite. On aurait pu être plus attentif à la réalité de la croissance en Espagne, alors qu'elle était fondée sur des constructions nombreuses pour une population qui n'existait pas. On aurait pu s'interroger sur la crédibilité du contrôle prudentiel des banques irlandaises, ce qu'on s'est bien abstenu de faire. Et c'est dans ces conditions qu'on aurait pu penser que les marchés financiers allaient exercer leur vigilance. Et ce qui me frappe, c'est l'effet anesthésiant de l'euro. Les marchés ont considéré que la zone euro était un espace fédéral de solidarité. Il y avait une banque centrale européenne d'essence fédérale. Les marchés ont été si bien inspirés que le jour où la Grèce entre dans la zone euro, les taux d'intérêt des émissions publiques grecques étaient autour de 15% avant que la Grèce soit admise dans la zone euro, ils sont abaissés pratiquement au niveau des émissions allemandes. Et les agences de notation sont également prises dans cette anesthésie, puisqu'elles vont délivrer des appréciations flatteuses pour donner confiance aux investisseurs. Donc, 10 années de gouvernance proprement scandaleuse, anesthésie complète, anesthésie de la Commission, qui renonce à exercer ses prérogatives, anesthésie d'un certain nombre d'États membres. Vous avez encore à l'esprit peut-être cette déclaration d'une ministre de la Défense nationale, s'interrogeant pour savoir si les crédits de défense nationale étaient à prendre en compte dans le déficit public. Et comme ça ne suffisait pas, j'entends encore un président de la République s'interroger pour savoir si les crédits publics de recherche-développement étaient à prendre en compte dans le déficit public. Et on n'allait pas se compliquer la vie avec des considérations que l'on jugeait d'ordre comptable. J'entends encore un ministre des Finances crier victoire parce qu'en 2005, on avait tordu le cou au pacte de stabilité et de croissance. Et c'est dans ces conditions qu'on est arrivé à la crise des dettes souveraines. Et là, la réflexion a été tout à fait intéressante. Certains ont dit, puisque les Grecs n'ont pas joué le jeu, qu'ils sortent. Ils ont transformé le pacte de stabilité et de croissance en pacte de tricheurs et de menteurs. Ils sont indignes, qu'ils sortent. Mais quand un État est surendetté, c'est qu'un certain nombre de créanciers lui ont fait confiance. Et qui étaient ces créanciers? Nous étions bien heureux d'aller livrer des travaux publics en Grèce pour aménager les stades en vue des Jeux Olympiques, livrer des systèmes d'armes pour une hypothétique agression turque, un métro à Athènes. Et donc on a pris conscience assez vite, en 2009-2010, que le problème grec pouvait être un problème systémique pour la plupart des États membres de la zone euro, notamment la France et l'Allemagne. Et que dans ces conditions, nous avions certainement une part de responsabilité. D'abord parce que nous n'avions pas exercé nos prérogatives de surveillance et de contrôle. Et parce que nous avons été les fournisseurs de la Grèce. Et qu'en tant que tel, on ne se posait pas trop de questions pour savoir s'ils étaient en situation de payer et comment ils transcrivaient ces investissements dans leur compte public. Et d'ailleurs, Eurostat, qui était l'organisme de surveillance comptable et macroéconomique de l'Union européenne, n'avait pas les moyens de procéder à ces vérifications. Et pourtant, tous les statisticiens européens savaient bien qu'en Grèce, et c'était le ministre des Finances qui prescrivait les publications de l'INSEE grec. Donc nous avions une complicité accablante. Et que laisser tomber la Grèce, c'était délivrer un message au monde et au marché financier que peut-être qu'après la Grèce, il y aurait l'Italie, le Portugal, l'Espagne et d'autres pays. Et que dans ces conditions, on allait sortir de l'euro et que l'euro allait disparaître. Et si l'euro venait à disparaître, mesdames et messieurs, que se passerait-il? Nous reprendrions nos monnaies nationales. Or, toutes nos dettes sont en euros.
Et les monnaies nationales, quelle serait leur valeur par rapport à l'euro? Certaines d'entre elles s'apprécieraient par rapport à l'euro. Je pense au Deutschmark. Et les dettes allemandes s'allégeraient en conséquence. D'autres monnaies se déprécieraient par rapport à l'euro. Et les dettes ne feraient que s'amplifier. Je ne suis pas sûr que la France serait dans la première catégorie. La sortie de l'euro, c'est le chaos programmé. Nous aurions à vivre ce qu'a connu l'Argentine lorsqu'on a décroché le peso par rapport au dollar en 2002. Eh bien, cette hypothèse-là, nous devons très clairement la présenter devant nos concitoyens pour qu'on comprenne bien qu'un certain nombre d'apôtres de la sortie de l'euro et finalement de la sortie de l'Europe programment très directement le chaos économique et social. Et sur ce point, je pense qu'il faudra, dans les mois qui viennent, être particulièrement persuasif. Alors naturellement, certains diront, mais après tout, on pourra fixer soi-même la parité. Mais si tel est le cas, cela veut dire que nous n'aurons plus accès aux marchés internationaux des capitaux. Et je vous rends attentif au fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin assez massivement d'investisseurs extérieurs à la France pour équilibrer nos comptes publics et en assurer le financement. Quand je dis équilibrer par l'emprunt, naturellement. Donc, soyons bien conscients que l'Europe n'a pas été pilotée. Alors, je suis partisan, moi aussi, d'une Europe fédérale, mais soyons prudents parce que la construction n'est pas si évidente. Ce qui me paraît clair aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de souverainetés sont devenues purement illusoires lorsqu'elles sont exercées à l'échelon national. Quelle est la souveraineté en matière fiscale, en matière de lutte contre les paradis fiscaux, contre les fraudes fiscales? Quelle est la souveraineté s'agissant de la régulation des marchés financiers? Toute régulation économique, financière à un échelon infra-européen est une pure gesticulation. Et ceci doit cesser. Donc si nous voulons retrouver une souveraineté effective, il n'y a, me semble-t-il, qu'à l'échelon européen que nous pouvons y parvenir. La construction ne sera pas immédiate, mais nous ne pouvons pas nous accommoder du fonctionnement actuel de l'Union européenne. Son budget pèse tout juste 1% du produit intérieur brut. Et le budget européen me fait penser à une table de casino. Chaque État membre vient avec sa contribution, dont il va essayer de négocier le montant, en menaçant de tel ou tel désaccord sur un projet de directive ou de règlement. Une fois qu'on a mis l'argent sur la table, on prend 7% pour rémunérer le croupier, si j'ose dire, c'est-à-dire l'ensemble des institutions européennes. Et une fois qu'on a fait ce prélèvement, chacun va se battre pour récupérer ses billes. Et on le fait avec des instruments qui ont été forgés il y a quelques années, quelquefois même quelques décennies. Et ce n'est pas dans ces conditions qu'on peut mettre en avant des projets véritablement européens, puisque chacun va chercher à se réapproprier tout ou partie de sa contribution. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc cette situation ne peut pas rester en l'état. Ce que je crois, c'est que la zone euro peut devenir l'embryon du fédéralisme. Le jour où nous avons décidé de partager cette monnaie, nous avons partagé une souveraineté. Mais nous nous sommes bien abstenus d'en tirer les conséquences. Nous avons voulu préserver les apparences de la souveraineté nationale. Et nous n'avons pas assumé ce partage de souveraineté. Ce qu'il faut donc, c'est mettre en place un gouvernement de la zone euro. Un gouvernement, cela suppose qu'il y ait un ministre de l'économie et des finances et des budgets. Cela veut dire que les États membres de la zone euro doivent véritablement coopérer dans leur présentation budgétaire et la maîtrise des déficits, qu'ils doivent se donner les moyens de parler le même langage. Sommes-nous sûrs que chaque État membre respecte les mêmes principes de présentation de ses comptes publics? Et le vrai budget européen, c'est le budget qui agrégerait les budgets nationaux
des différents États membres de la zone euro. Et que si l'on veut rendre la recherche plus efficace, il faut demander à tous les ministres chargés de la recherche et du développement de mettre en synergie les moyens dont ils disposent à l'échelon des États dont ils sont les ministres. Et qu'ainsi, progressivement, nous pourrions pétrir ensemble une pâte budgétaire. Et si nous avons ce gouvernement économique, financier et budgétaire, nous pourrons articuler un policy mix, c'est-à-dire mettre en synergie la politique monétaire et la politique économique. Le président de la Banque Centrale Européenne cherche vainement son interlocuteur. Il faut qu'il ait en face de lui le ministre de l'économie et des finances. Et s'il y a un tel gouvernement, cela veut dire qu'il faut une direction du Trésor européenne. Elle commence à se mettre en place. Je me suis rendu récemment à Luxembourg, j'ai vu que chez Eurostat, par exemple, on a pris les moyens pour créer une sorte de direction générale de la comptabilité publique européenne et essayer de faire accepter par les États membres des normes de présentation des comptes publics et des principes de certification de la sincérité des comptes publics. On est incontestablement en progrès. Je suis allé également voir le directeur général du mécanisme européen de stabilité, car c'est un instrument qui a été créé précisément pour gérer la crise des dettes souveraines. Ce mécanisme européen de stabilité, c'est, à mon avis, la préfiguration de ce qu'on pourrait appeler une union budgétaire. Il y a un début de mutualisation des dettes. Nous sommes là dans la bonne direction. C'est le début d'un trésor européen avec une vraie coordination des émissions publiques de titres des trésors à l'échelon de la zone euro. Je crois que se mettent en place progressivement les éléments constitutifs d'une direction du Trésor et que nous sommes là dans la bonne direction. Donc il va falloir en tirer toutes les conséquences. Je crois que le jour où on a mis un pied dans la zone euro, on a pris un billet d'aller sans retour vers l'intégration politique. Cette première étape, c'est la zone euro. Et il faut être bien conscient, j'entends souvent dire que il faut respecter l'esprit communautaire et donc toujours agir à 28. Mais la différence entre les 17 qui constituent la zone euro et les 28, c'est que lorsqu'il y a un sinistre financier dans la zone euro, lorsqu'il faut venir en aide à un État en difficulté, ce ne sont pas les 28 qui interviennent, ce sont les 17. Ce sont les lois de finances des États membres de la zone euro qui doivent inscrire les crédits nécessaires aux prêts bilatéraux consentis à la Grèce. Lorsqu'il faut constituer le capital du mécanisme européen de stabilité, ce sont les lois de finances nationales qui doivent inscrire dans leur prévision les contributions au capital du mécanisme européen de stabilité. Et lorsque le mécanisme européen de stabilité emprunte, les engagements hors bilan ne sont pas des engagements pour les 28, mais pour les 17. Et ceci crée donc un niveau de solidarité spécifique qui légitime la spécificité de la gouvernance de la zone euro. Les États qui n'y sont pas pourront s'en plaindre, mais ils ont tous vocation à rejoindre la zone euro. Il faudra peut-être les admettre comme auditeurs, pour qu'ils ne soupçonnent pas je ne sais quelle machination qui serait contraire aux intérêts de ceux des États qui ne sont pas encore dans la zone euro. Donc, pour ma part, je défendrai la thèse selon laquelle la construction fédérale, l'intégration politique doit commencer d'abord par la zone euro, et puis peut-être que nous pourrons aller au-delà pour une politique énergétique, par exemple. La politique agricole commune a été fondée sur l'idée qu'il fallait que l'Europe se donne les moyens de sa sécurité alimentaire. Ça a si bien marché qu'on s'est trouvé assez vite en excédent et que cette politique agricole commune a fait l'objet d'adaptations successives et incessantes. Mais en matière énergétique, il s'agit vraiment d'un problème d'indépendance européenne. Or, on a vu qu'il n'y avait pas de solidarité énergétique. Et pourtant, on avait démarré avec le charbon et l'acier. Et on y avait ajouté Euratom. Mais lorsque Mme Merkel a senti que son opinion publique, au lendemain de Fukushima, ne tolérait plus le nucléaire, elle a pris une décision unilatérale, sans se préoccuper de ce qui se passait chez les autres États membres.
Donc ce que je crois, c'est que l'Europe aujourd'hui est en crise, que cette crise, c'est la crise de la gouvernance publique de chacun des États membres de la zone euro et des égoïsmes nationaux. Ce n'est pas l'Europe qui est en cause, c'est la façon dont nous assurons le fonctionnement de l'Europe, avec le souci de maintenir l'apparence de la souveraineté nationale, alors qu'en maintes circonstances, elle est devenue largement illusoire. C'est au fond l'égarement de la gouvernance publique. Et trop souvent, on a tendance à penser que c'est l'Europe qui va régler nos propres problèmes. Or, l'urgence pour la France, c'est de se montrer digne de l'Union européenne. Et l'autorité de la France dans l'Union européenne dépend de l'exemplarité de la gouvernance française. Et de ce point de vue, je pense que nous avons des marges de progression considérables. N'allons pas croire que c'est l'Europe qui va régler nos problèmes à notre place. Il faut que nous adaptions la France aux enjeux de l'Union européenne et surtout aux enjeux de la mondialisation. Notre gouvernance publique a été largement aveugle, de gauche comme de droite. Les réformes ne se sont pas faites. Et on a continué à raconter des histoires qui étaient elles aussi assez anesthésiantes. Nous avons une responsabilité politique lourde. On a joué les prolongations. On a accrédité l'idée que l'État-providence était éternel. Et nous nous trouvons en extrême faiblesse. Vous avez évoqué le plombier polonais. Tout cela était parfaitement prévisible. On ne s'inquiétait pas de savoir quels étaient les problèmes lorsqu'on délocalisait la fabrication de chaussures, de vêtements, d'horlogerie, d'électronique grand public. C'était pas grave, ou de jouets. Et on pensait que dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'agroalimentaire, il n'y aurait jamais de délocalisation. On vient de prendre conscience seulement maintenant. Et que les Polonais, moi je suis mayennais, il y a une ligne à grande vitesse qui est en train de déchirer mon département. Je peux vous dire que sur le chantier, on ne parle pas beaucoup français. Et l'agrément des propriétaires de gîtes ruraux dans mon département, c'est qu'ils louent les gîtes ruraux non pas au week-end, mais ils les louent à l'année à des entreprises polonaises qui y logent leurs collaborateurs, qui sont mis à disposition en prestation de services internationales. Ça veut dire que tout est délocalisable. Et quand tout est délocalisable, il faut en tirer les conséquences. Et ne pas imaginer que les autres pays européens vont adopter le modèle français. Alors moi, je fonde beaucoup d'espoir sur le Conseil économique et social, pour convaincre nos partenaires sociaux de l'urgence et de la nécessité de procéder à un certain nombre de réformes, de cesser de financer la protection sociale par des cotisations sur les salaires, qui sont finalement des impôts de production. À l'heure de la mondialisation, quand on taxe la production, on organise la délocalisation. Et le petit reproche que je ferai à l'Europe, c'est finalement d'avoir pris le discours de la grande distribution « je suis le protecteur des consommateurs ». Et on protège si bien les consommateurs, en leur donnant de la consommation à bon marché, et la mondialisation rend facile la vérification de cette promesse, mais on étrangle le producteur. Surtout si entre-temps, on ne cesse de légiférer pour réduire la durée de temps de travail, accroître les cotisations sociales, que sais-je encore. Donc, l'Europe doit nous aider à prendre conscience de nos devoirs et de l'immense espoir qu'elle nous offre de recréer des emplois et de faire de la croissance. Merci. Merci Jean-Pierre. On va vous poser des questions et la salle a de nombreuses questions, je les ai vues réagir, donc on va en profiter parce que vous êtes là et on va vous donner tout de suite la parole.